Bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Ici, on parle de business, entrepreneuriat et aujourd'hui, nous continuons, autant pour moi, la série des 10 premières vidéos sur la chaîne avec Jean-Paul Rosette. Il s'est présenté dans la précédente vidéo, donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, cliquez juste là en haut, il y a un lien qui va s'afficher et allez regarder cette vidéo pour comprendre déjà c'est qui l'homme derrière et surtout comprendre la logique de ce qu'il va développer aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très, très pertinent pour beaucoup de personnes comme vous qui nous regardez certainement. Comment bâtir un empire en partant de rien, en partant de zéro? Est-ce que c'est possible de bâtir un empire et comment le bâtir? Ça veut dire quoi déjà empire et ça veut dire quoi partir de rien? Je vais laisser le soin à Jean-Paul de développer cela. Bonjour Jean-Paul et merci encore d'accepter cette invitation. Bonjour Josias, voilà, bonjour à tout le monde. Bien, Jean-Paul, je ne vais pas dire comment tu as pu bâtir des empires, ça, je ne vais pas aller sur ce terrain, mais beaucoup plus juste m'attarder sur comment, de façon générale, bâtir un empire. Est-ce qu'il y a des étapes clés à suivre? Est-ce qu'il y a un processus à suivre? Comment bâtir une boîte à succès, je vais dire quoi, en partant de rien? Oui, donc il est certain que la définition d'empire et partir de rien, ce sera évidemment très, à géométrie variable, suivant, je pense que si on s'adresse à quelqu'un en Afrique qui a vraiment rien, il a vraiment rien. Si on s'adresse à quelqu'un qui vient d'une classe moyenne ou autre, et un empire, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un empire, c'est l'empire de Bolloré ou de Bernard Arnault? Mhm. Et là, évidemment, c'est bon, ça, ou l'empire de Pinault, si on parle de la France, ou l'empire de Bill Gates ou de, je sais pas, ou de Zuckerberg. Bon, je ne vais pas donner mes conseils à ce sujet, à ce niveau d'empire, parce que là, on est au-delà de ce que moi, j'ai réalisé. Euh, alors, comment bâtir des boîtes à succès et à partir de rien? Je dirais il y a pour moi déjà une chose qui est importante, c'est knowledge is power. Donc la connaissance et voilà, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, aujourd'hui plus que jamais, euh, nous avons énormément de moyens qui vont nous permettre voilà, de créer des entreprises ou des business, puisque avant, avant Internet et avant des imprimantes, etc., l'accès l'accès au business était relativement coûteux. Si on voulait faire imprimer quelque chose, on était obligé d'aller chez l'imprimeur. Euh, on n'avait pas de visio qui nous permet éventuellement de démontrer, de faire une conférence à distance entre l'Europe, l'Afrique, par exemple, pour montrer nos produits. Euh, donc, pour communiquer, il fallait envoyer les documents, les catalogues étaient chers et il fallait les envoyer par voie postale. Et puisqu'on n'avait pas de visio et de communication électronique, eh bien, il fallait se déplacer automatiquement, prendre l'avion. Donc, automatiquement, tout ça extrêmement coûteux. D'autre part, knowledge is power, donc la connaissance, c'est le pouvoir. Eh bien, on va pouvoir aussi obtenir énormément d'informations sur Internet quand on veut acheter des voitures d'occasion ou n'importe quoi, on va pouvoir se renseigner sur Internet. Donc ça veut dire que les élites, ou ce qu'on va appeler les élites, ou les gens qui ont le pouvoir et qui ont l'argent, ont perdu une part de leur pouvoir au profit des gens normaux. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc, ben, connaître, apprendre plein de choses dans sa vie va nous permettre d'évoluer. Il y a aussi tout ce qui est les barrières mentales. Donc, quand on est né dans un environnement modeste, très modeste ou peu importe, on a des barrières mentales, donc on va devoir les dépasser. Donc, si on dit qu'on va gagner un million d'euros, ou peut-être même un million, c'est beaucoup moins, mais je ne sais pas combien de millions de CFA, si on s'adresse à nos amis voilà, de l'Afrique de l'Ouest, eh bien,
peut-être qu'on va se dire c'est impossible, c'est pas possible, moi je ne peux pas faire ça. Donc là, il y a ce côté, il faut absolument pouvoir briser toutes ces barrières parce que les pires barrières sont dans notre cerveau. Alors, euh, d'un point de vue, pratique, on va avoir des idées. On va avoir des idées de business et on va vouloir les réaliser. Alors, j'aimerais tordre le cou à une première chose qui me semble, quelquefois les gens ont ces idées du produit absolument unique, du nouveau produit, du produit qui va révolutionner la planète. Euh, Pourquoi pas, mais ça me semble voilà, quelque chose qui n'est pas très réaliste. Si on invente un tout nouveau produit, évidemment, si on invente le moteur à eau, je ne sais pas, prenons un exemple, je ne sais pas s'il est farfelu, mais en tout cas, je ne l'ai pas encore vu vraiment fonctionner, mais le moteur à eau, quelqu'un l'invente, mais pour le promouvoir, il va falloir beaucoup d'argent, il va se heurter à une industrie déjà en place, du style moteur thermique ou moteur électrique, donc ça va être excessivement difficile, et donc l'inventeur face à son invention, eh bien, il va se dire, voilà, comment j'y arrive, je suis un inventeur incompris, donc ça c'est un problème. Donc moi je pense que des business tout à fait classiques, où on va parce que le génie est aussi de copier, énormément de copier voilà, de faire les choses identiques aux autres, mais quand même d'une manière différente. Et il y a quelque chose qui va être très important, c'est la persévérance, la volonté et le fait de ne jamais lâcher. J'explique souvent ça avec la bouteille de Coca-Cola quand on doit ouvrir une bouteille, là, les bouchons qui tournent. En fait, vous forcez, eh bien, et c'est serré et vous n'y arrivez pas. À un moment donné, vous pouvez vous dire, bah, j'arrête de forcer, ça va, je n'arriverai pas à ouvrir cette bouteille. Mais à un moment, quand ça part, eh ben, la bouteille, elle s'ouvre directement. Donc là, c'est voilà, la bouteille est ouverte et c'est peut-être le dernier pourcent de force que vous avez mis ou la dernière, voilà, la patience. Donc dans le business, il va falloir faire preuve de consistance, de patience. Et c'est peut-être au moment où vous voulez abandonner qu'il va y avoir du succès. Dans le business, il y a une question aussi de la question la plus importante qui soit, c'est le cash, c'est l'argent, c'est le cash. C'est pas la plus importante, mais c'est très important. Donc, il y a deux grandes possibilités dans la vie, vraiment de manière grossière. Il y a la possibilité d'aller chercher des investisseurs pour un business. Et là, en fait, ces deux possibilités peuvent se mêler, ou la possibilité de créer son cash par son activité. Voilà. Et les deux peuvent être mélangés. Alors, je remarque aussi que il y a une certaine catégorie de personnes, et c'est peut-être bien, mais j'en sais rien, mais quelquefois ça me pose question, qui sont toujours en train de chercher des investisseurs. Donc, ils ont des idées, ils cherchent des investisseurs. Et quand je leur pose la question de savoir leur compte d'exploitation, leur futur business plan, où ils trouvent les clients, etc., ou comment ils vont générer du cash, c'est-à-dire voilà, le cash, ce que l'on a sur le compte en banque, ben, c'est des questions auxquelles ils n'arrivent pas toujours à répondre. Donc, c'est toujours burning cash, c'est cash burning, c'est toujours brûler du cash. Voilà. Moi, j'ai pas cette philosophie, mais je sais que pour démarrer des très grosses choses, je suppose que voilà. Mais à Zuckerberg, ils ont démarré des trucs, à mon avis, à zéro, puis après, ils sont allés chercher des investisseurs. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'idéal est quand même de démarrer un business avec très peu de cash et de générer un business, de générer du cash. Alors, si vous avez des grandes idées, pourquoi pas les inscrire dans ce process, mais peut-être démarrer avec quelque chose qui va directement se vendre et directement générer du cash. Alors, euh, avoir les clients, avoir les clients et Internet, etc. Moi, j'étais pas, c'est vrai que mon époque, j'étais pas à l'époque Internet, même si j'ai créé un des premiers points d'accès à Internet en Belgique dans la zone 087 en 1995, donc en 1995, je suis un des pionniers d'Internet.
mais on n'avait pas la possibilité de vendre par Internet, d'avoir des magasins de l'e-commerce, etc. L'Internet était beaucoup trop lent. Donc aujourd'hui, il y a toute une stratégie Internet que moi, je maîtrise beaucoup moins, mais que sont les réseaux sociaux, le SAO, l'organique, les publicités Google, que sais-je, et des choses que les techniques connaissent excessivement bien. Ça, c'est un de mes manquements. Et ça, c'est quelque chose qu'une entreprise, on doit énormément travailler sur ces aspects. Parce que quand on cherche quelque chose, on le cherche sur Internet. Ensuite, il faut qu'il y ait pour moi un service qui est quand même aussi un service tout à fait classique derrière. Donc, cette gestion de cash, pour moi, est très importante. Le fait d'avoir des clients est très important. Et étonnamment, dans certains qui font des business plans, ils sont tellement concentrés sur leur produit, sur le fait que leur produit est génial, et ils se disent pourquoi les clients ne sont pas là. Donc, les aspects commerciaux de vente sont hyper importants. Quitte à avoir un produit médiocre au départ, l'argent va arriver, on va corriger les choses. Donc, pas être perfectionniste, démarrer le plus tôt une activité, même si elle est accessoire, vous continuez à travailler sur le côté. Démarrer et vous confronter le plus vite possible, vous confronter aux clients. Et les clients, ce n'est pas maman, papa, l'entourage, les amis qui vont vous faire plaisir ou qui vous diront que votre business, il est bien, il est super, parce que ce n'est pas avec ces gens-là que vous allez créer votre vrai business. Donc, c'est avec des vrais clients. Et alors, le plus vite possible, se mettre en contact, que ce soit Internet ou que ce soit physiquement, se mettre en contact avec des clients et leur demander ce qu'ils pensent du service. Ne pas avoir peur de directement rentrer en contact avec les clients. Alors, Josias, je te repasse la parole pour que tu me... Voilà, parce que le sujet est excessivement vaste et je voudrais que voilà, tu puisses me reposer une question et je puisse voilà, y répondre. Parfait. L'idée, c'est pour garder le fil de ce que tu as dit, c'est pour que les gens puissent bien cerner. Il y a deux grands aspects que moi j'ai vus. Il y a déjà, tu as commencé par une phrase, knowledge is power, c'est-à-dire la connaissance et le pouvoir. Ça dit, il faut se former quelque part. Il faut acquérir des connaissances le maximum possible. Ensuite, tu as parlé de dépasser les barrières mentales. Je suis sûr qu'on fera certainement toute une vidéo, toute une série de vidéos sur ça parce que le sujet, il est assez vaste et c'est très important, surtout pour ceux qui nous regardent depuis l'Afrique. Parfois, là, on a souvent dit l'argent, c'est mauvais, l'argent, c'est le diable. Tu n'auras jamais assez d'argent. Et puis, du coup, je crois que ça sera à faire l'objet de prochaines vidéos. Donc, je dis encore, abonnez-vous. Il y aura beaucoup de contenu très riche dans les prochaines vidéos. Ensuite, tu es passé aux aspects pratiques que j'aime aussi beaucoup, là où tu commences par, OK, il ne faut pas inventer forcément la roue. Il ne faut pas être celui qui va créer le nôtre. Pourquoi pas s'inspirer de ce qui existe déjà et puis sortir une originalité derrière ou quelque chose de particulier derrière. Tu as parlé de la persévérance et surtout des aspects commerciaux. Moi, je voudrais justement qu'on s'arrête un peu et qu'on revienne un peu, juste une minute, sur les aspects commerciaux. Comment est-ce que, parce qu'on peut avoir un bon produit et mal le vendre ou même ne jamais le vendre, du coup, on ne fait pas de cash. Il n'y a pas de rentrée d'argent. Comment, à ton avis, on peut mettre une ligne, je vais dire quoi, un département commercial assez efficace, très vite, qui permet d'être rentable, peut-être sur le moyen terme, pour ne pas dire le court terme. Oui, donc ça, c'est vraiment l'aspect primordial. Et quand j'ai repris des entreprises en difficulté ou en faillite à la barre du tribunal de commerce, il est certain que moi, j'ai toujours privilégié l'aspect commercial, évidemment, tout en sachant qu'il faut aussi avoir un bon calcul de ses marges bénéficiaires, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui sont simplement heureux de vendre. Et puis, ils ne se rendent pas compte que voilà, leur produit ne dégage pas suffisamment de marge pour non seulement payer les frais, mais en même temps investir pour le futur. Donc, la réflexion par rapport à la vente, c'est aussi
il faut un produit qui puisse générer suffisamment de marge. Ou alors un produit qui génère moins de marge, mais qui se vend en grand nombre. Bon, ça, voilà, donc c'est deux facteurs. Mais en tout cas, l'ensemble doit générer du bénéfice. Sinon, si on est dans un marché vraiment trop concurrentiel, il vaut peut-être mieux abandonner. Mais c'est vrai que la concentration sur le produit et sur la perfection du produit est une voie quasi sans issue. Euh, Bill Gates, Microsoft, bon, j'oublie les aspects dont on parle aujourd'hui, mais quand il a débuté et qu'il était vraiment concentré sur l'informatique et sur Microsoft, c'est le gars que j'ai aimé. Maintenant, bon, un peu différent, c'est un autre débat. Et bon, quand Bill Gates a créé Microsoft, il est devenu successful avec MS-DOS. MS-DOS, c'est un système d'exploitation qui est arrivé à l'époque de l'IBM PC. Quand il y avait le système d'exploitation qui était successful, c'était CPM, de Digital Research. Donc, ce Bill Gates, il a réussi à implanter son système d'exploitation chez IBM parce que les mecs de chez Digital Research avec leur CPM, ils étaient les numéros 1 du marché. Ils ont même snobé IBM. Ils se sont dit, OK, cool. Ils ont envoyé, je crois, leur numéro 2. Voilà. Donc, Bill Gates est allé racheter un système d'exploitation qui n'était pas vraiment génial, qui était même moyen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, c'est devenu le roi du monde. Il a liquidé CPM. Qu'est-ce qu'il a fait avec des tableurs comme Multiplan, des traitements de texte comme WordStar, qui étaient des vieux traitements? Il les a tous liquidés avec des produits qui étaient éventuellement moins bons. Mais ce n'est pas grave. Quand il y a eu les vidéocassettes, ça, les gens vont me prendre pour un homme préhistorique, mais il y avait le VHS, le Beta et le V2000. Ben, le VHS, il était promotionné par JVC notamment et d'autres. Et le VHS était le plus mauvais techniquement. Mais le VHS a été le meilleur commercialement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, le VHS s'est imposé. Donc, ce ne sont pas les meilleurs produits qui s'imposent. On peut trouver ça malheureux, mais c'est un fait. Donc, c'est bien la preuve que le produit, il doit fonctionner, mais ce n'est pas le meilleur. Après, on l'améliorera. Donc, la force de vente, comment mettre en place une force de vente? Je ne vais peut-être pas répondre de manière générale, mais si je prends la société Clarilog, nous qui vendons des logiciels professionnels de gestion de parc informatique dans toute la France, en Belgique, etc., eh bien, on avait une équipe on avait une équipe de téléphonistes, entre guillemets bas de gamme, plus une équipe de vendeuses un peu plus qui connaissent vraiment le produit. Et euh, donc, on établissait pas mal de contacts et je me suis rendu compte peut-être après un an que les téléphonistes qui ne connaissaient pas vraiment le produit, c'était pas très qualitatif. On ne remontait pas nécessairement des bons produits. Et en plus, on donnait peut-être une mauvaise image de marque à la société. Donc, cette équipe a été supprimée et donc on a chargé les chargés d'affaires, c'était des filles, elles téléphonaient avec dans les sociétés et donc elles étaient beaucoup plus qualifiées et d'un point de vue, je dirais, euh, la manière de s'exprimer, la connaissance du produit faisait que c'était mieux. On arrivait aux responsables informatiques et on arrivait à plus facilement nouer des relations. Donc, en fait, on vendait les ventes étaient quasi conclues par téléphone, excepté qu'à un certain moment, quand c'était des ventes de 40, de 60 000, de 80 000 euros, potentiellement, on pouvait se rendre sur place dans la société. Donc, moi, encore une fois, je ne suis pas un homme de la toute dernière génération d'Internet, mais parce qu'il y a des sites Internet qui vendent tout seuls, des gens, évidemment, il y a Amazon, mais pour moi, dans des business, la relation humaine est encore quand même relativement importante quand on peut prendre son téléphone via WhatsApp, etc., communiquer avec des clients. Pour moi, c'est très important parce que envoyer des séries d'emails, ça peut être efficace. Avoir un site internet qui est efficace, c'est très efficace. Mais si on est sur certains produits d'un certain niveau, je pense que vraiment avoir le service commercial, contacter les gens, établir. Je crois qu'avec l'Afrique aussi, c'est important d'avoir un contact humain. Quand les gens ne vous connaissent pas, vous êtes personne. Oui. Ils vous ont pas rencontré, vous êtes personne. Ah oui. Donc, passez un coup de fil,
je crois que c'est très bien. Maintenant, toutes ces technologies Internet, elles doivent être inévitablement là. Et dans, dans ces sites Internet, moi, euh, quand on n'est pas hyper célèbre, moi, je pense que le site Internet doit être soigné et certainement, il faut parler de l'histoire des gens, d'où ils viennent. Il faut essayer de l'ancrer avec une véritable histoire, que les gens puissent se reconnaître. Si on a créé la société il y a 2 ans, ben c'est certain qu'on ne peut pas mettre qu'elle a 50 ans et qu'elle agit depuis autant. Mais peut-être que la personne peut expliquer qu'elle a fait ça, qu'elle a fait telle étude, etc., et qu'elle est devenue passionnée par ce produit, etc., sans tomber dans le misérabilisme, hein, mais voilà. Euh, mais les ventes, c'est excessivement important, mais c'est vraiment un sujet, un sujet tellement, tellement, tellement large qu'il est difficile de l'aborder dans son entièreté. Je crois qu'on reviendra sur ça justement parce qu'il y a une vidéo qu'on pourra prévoir sur le pricing des personnes qui ont des difficultés à fixer les prix, les tarifs. Et ça, c'est la difficulté de 80% d'entrepreneurs que je rencontre aujourd'hui, que ce soit dans mon réseau ou de mon réseau. Toujours, dès que vous posez la question, mais comment vous fixez vos prix, soit ce sera au rabais pour pouvoir, Absolument. parce qu'on ne se sent pas légitime, ou soit ce sera beaucoup, Voilà. ou, voilà. Mais je crois C'est que... ouais, c'est un sujet très important et encore un fantasme des débutants, ou peu importe, ou pas nécessairement des débutants, de beaucoup de gens dans le business ou même à l'extérieur, ils pensent que la fixation des prix est quelque chose qui est fait par les sociétés de manière excessivement intelligente. Donc, tout est calculé, etc. Et ils se trompent lourdement. Les sociétés qui réussissent ne fixent aucunement leur prix de manière très intelligente. Il y a évidemment le cost, le coût, hein, il faut inclure tous les coûts, mais le prix après va être un prix psychologique. Où puis-je mettre la barre? Ce n'est pas une question de se dire si le produit vaut 200, je peux le vendre à 250. Voilà, non, non, c'est tout à fait différent. Et les gens pensent vraiment, ils fantasment sur ces grands calculs, etc. Et ça, c'est vrai qu'il y a des livres complets, hein, mais c'est vraiment intéressant. Le marketing est souvent pour moi un mot qui cache des lacunes sur la vente. On fait du marketing. Donc le gars, on va trouver le gars du marketing, il dit, fais du marketing. Oui, mais on ne vend pas bien, etc. Oui, mais moi, c'est pas la vente, moi, mon truc, c'est le marketing. Mais en fait, et ça j'ai oublié de le dire, toute une entreprise, n'importe qui, même la comptable, n'importe qui, le développeur, quand moi j'avais la boîte informatique, j'avais des développeurs, mais les développeurs, vous allez les trouver, vous leur parlez de vente et de commercial, mais ils disent, c'est pas mon problème, moi je suis développeur. Mais mon gars, c'est ton problème. Et la vente, c'est le problème de tout le monde dans l'entreprise. Et donc, ça, il faut faire absolument ruisseler. Il faut que tout le monde soit imprégné de l'aspect vente. Parce que ça, et les gens, non, c'est pas mon problème. Par contre, si je ne paye pas ton salaire à la fin du mois, là, ça va être ton problème. Parce on n'a pas vendu. Il y aura un problème. Ah oui. Oui, il y aura un problème. Voilà. Et donc, voilà. Ah, mais c'est trop fort, c'est fort ce que tu dis. C'est vrai. Et parfois, on va voir la secrétaire, oui, elle ses limites, elle dit que son problème, c'est les courriers. Je crois que dans Bien des sûr. boîtes, on a ça souvent, des personnes qui ne se sentent pas concernées par le reste. Ils disent, même quand il y a un souci, une erreur dans la boîte, c'est le directeur qui va gérer, moi, ça ne me concerne pas. Oui. Voilà. Mais la secrétaire, elle répond au téléphone. Mais c'est le premier contact que l'on a. Elle va envoyer des emails à des clients, à des fournisseurs. Ah oui. Mais la manière dont elle va s'exprimer, mais elle peut casser, elle peut éliminer un client à jamais. Ah oui. Moi, j'ai été dans des magasins où j'ai téléphoné dans les places où on m'a tellement mal répondu que jamais je ne remettrai les pieds là. Donc, donc, on ne réalise pas ce que chaque employé peut faire pour l'entreprise, c'est-à-dire détruire l'entreprise ou ou la booster. C'est incroyable. Les petits éléments qui sont là, parce que le directeur, il est au-dessus, mais le directeur, il ne prend pas, théoriquement, dans une grosse boîte, il ne prend pas les appels. Voilà. Donc, c'est hyper important.
Ah, je crois que voilà, c'est aussi une idée d'autres vidéos sur ça. C'est toute une masterclass. Et la dernière question, juste pour euh, conclure cette vidéo, mais une question très pertinente que je pense. Pour quelqu'un qui nous regarde là à l'instant, qu'est-ce que tu pourrais dire? Quelqu'un il va se dire, d'accord, j'ai fait des études, je suis diplômé, mais je n'ai pas de cash pour démarrer quelque chose. Il n'a presque, on va dire, rien entre guillemets. Selon toi, si il a quand même une idée d'entreprise, par quoi il commence? Qu'est-ce qu'il met sur pied là maintenant? Puisque tu l'as dit tout à l'heure, il faut au moins démarrer quelque chose et il faut se confronter à des clients. Bon, bien sûr, il faut travailler un produit, mais quelqu'un qui a juste peut-être ses connaissances en 2020 et qui veut lancer son business, il a une idée par quoi il commence et comment il peut commencer. Euh, moi, moi, je dirais, il y a un domaine dans lequel bon, il y a plusieurs possibilités. Évidemment, après ses études, il peut très bien se lancer dans le business directement, hein, on est d'accord. Il n'a pas de cash, donc c'est quand même, il n'y a rien à faire, hein. Si on n'a pas de cash, j'ai pas envie de raconter des histoires. Quand on n'a pas de cash, on n'est même pas capable de payer ses communications téléphoniques. On est quoi? On n'est pas capable de prendre une voiture pour aller, on n'est pas capable de prendre le train pour aller voir un client s'il faut le faire. Donc, sans cash, c'est très difficile. Hein. On est d'accord. Maintenant, on peut faire un site internet, on peut essayer peut-être, mais sans cash, c'est quasi impossible. Il faut au moins un minimum. Alors, euh, moi, j'ai une idée, mais je ne sais pas du tout si elle est bonne, mais euh, je dirais que quelqu'un qui a fait des études, donc qui aime un secteur, qui veut se développer dans le secteur, moi, j'essayerais de me faire engager dans une boîte qui est dans le secteur dans lequel je veux aller. Euh, et je tire et je tirerai un maximum d'expérience. Si je n'ai pas besoin nécessairement d'aller chercher un gros salaire, je privilégierai la qualité du boulot, le type de boîte, par exemple, une boîte qui est très successful dans le domaine dans lequel je vais aller. Si on veut, je sais pas, vendre des voitures d'occasion, ils s'engagent, je sais pas, ils demandent spécifiquement les voitures d'occasion chez, je sais pas moi, il y a pas mal de sociétés, et il va là. Ah, bon, c'est peut-être mais c'est peut-être pas tout à fait correct ce que je dis, mais il peut se faire aussi un bon carnet d'adresses. Il peut, Très il peut important. apprendre énormément. Il va voir ses fournisseurs. Il va pas Oui, travailler 1 an ou 2 ans. Il peut commencer à apprendre tous les oui, trucs, oui. tous les manquements, voir comment la société fonctionne bien, comment elle fonctionne mal. Il va se rendre compte de plein de trucs, etc. Moi, je trouve que ce serait une bonne idée. Le mec qui veut faire des machines de génie civil, il essaye de se faire engager chez un dealer Caterpillar ou je ne sais pas quoi, l'export. Le mec qui veut être dans la logistique, il se fait engager, je ne sais pas, dans un port, dans un truc de bateau. Il y a des grosses boîtes. Et alors, il se dit, mais moi, je veux travailler dans ce domaine-là. Et puis, monsieur, je m'intéresse à tout, moi. Je veux absolument toucher à tout. J'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie d'apprendre. Je suis assoiffé. Et le mec, il a tout, il a les contacts, il a ceci, il essaye de voir s'il y a après des investisseurs, des machins, voilà. Moi, moi, ça me semble une idée qui est assez sympa. Mais bon, voilà, c'est... Ah, mais je suis tout à fait d'accord parce que pour moi, ça peut être la base et ce n'est pas mauvais de se dire que pendant que je travaille dans une boîte, je développe mon idée, je prends des contacts. Je crois que dans le domaine Voilà. juridique, celui dans lequel j'ai fait, par exemple, chacun peut développer son carnet d'adresse. Après le jour où tu pars, bah, parfois même les clients avec qui tu as travaillé, ils décident de partir avec toi. Et du coup, c'est comme ça. Voilà. Voilà, il y a une Oui. grosse boîte ou alors il y a l'autre philosophie qui est d'aller dans une plus petite boîte où il y a un patron qui fait un peu tout et lui dire voilà, mais le business ça m'intéresse, j'ai envie de le développer avec vous. Voilà, j'ai fait une grande école, mais moi j'ai l'esprit entrepreneur. Voilà, j'ai envie et voilà, on se développe. Et peut-être qu'à un moment donné, dans la grosse boîte ou dans la petite boîte, on peut dire moi j'ai vu un secteur qui était moins voilà Ouais. vous distribuez sur les pays de l'Est. Moi, je suis africain, je veux distribuer en Afrique. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir ensemble une section? Moi, je prends 50%, 51%. Bon, ça, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder, les 50-50 ou les 51-49. Est-ce qu'on je peux pas, on pourrait développer un truc en Afrique? Voilà, comme ça, et puis on démarre. Ça, voilà, c'est un pied à l'étrier, voilà, parce que la,
aussi le fait de travailler dans des boîtes un peu importantes, aussi structures. Ces boîtes sont quand même pas. Ces boîtes, on peut les critiquer, ces grosses boîtes, mais elles ne sont pas là par hasard. Elles ne sont pas devenues grosses en étant mauvaises. Il y a quand même quelque chose. Ils savent comment faire. Bon, voilà. Absolument. Merci Jean-Paul pour ce partage une fois de plus. Vous voyez que c'est du contenu riche, c'est des masterclass carrément et je crois que vous pouvez vous abonner. Je vais aussi mettre des liens sur certains réseaux de Jean-Paul. Vous pouvez consulter son parcours, son profil, même aussi, pourquoi pas, écouter un podcast peut-être avec son accord s'il le veut, sera mis en lien dans la description. Avec plaisir, tout est ouvert. Hein. Il n'y a rien de, voilà. Il y a rien de secret. Voilà. Merci Jean-Paul. Et est-ce que tu as une dernière chose à nous dire? Est-ce que par rapport peut-être de façon brève, très brève, par rapport au fait de vouloir partager ce contenu avec des personnes qui vont nous regarder, par exemple, depuis l'Afrique? Euh, ouais, Moi, je suis un grand fanatique de l'Afrique depuis une trentaine d'années, notamment dans le cadre du business, puisque j'ai beaucoup voyagé avec Cara du Châtelet pour vendre les voitures blindées allongées au chef d'État. Je dirais pour les personnes qui sont en Afrique ou qui sont de la diaspora africaine, je crois vraiment que l'Afrique est en train de vivre un moment charnière, un moment clé. C'est un pays c'est un continent qui a des ressources énormes, des ressources humaines, des ressources en matières premières, etc. Je pense que beaucoup de choses sont à faire. Peut-être que l'Afrique, c'est les années 50, 60 ou 70 en Europe. L'Europe est fort, c'est beaucoup moins simple. On a besoin de tout en Afrique, on a besoin de plein de matériel, de plein de services, de tout. Donc, moi, je vous incite à croire en vous et à, et à foncer. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, et je crois que c'est prévu donc qu'on puisse approfondir le sujet sur l'Afrique, la géopolitique, la redistribution des cartes, je crois, avec la crise qu'il y a, celle même qui arrive aussi. Je crois que tout est à faire et pour moi, c'est l'opportunité en tant qu'originaire d'un pays africain, c'est l'opportunité du siècle pour l'Afrique de prendre une autre direction et on va le partager avec toi, Jean-Paul. Si vous voulez regarder cette prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre peut-être en commentaire ce que vous pensez, vous, de la géopolitique aujourd'hui, de comment ça se réorganise en Afrique. Et certainement, nous allons répondre à un de vos commentaires. Merci Jean-Paul et au plaisir de te revoir très bientôt. Merci Josias, merci tout le monde. Voilà, Merci. au revoir.